Chapitre 6e. Sommaire. L'œuvre lyrique de Victor Hugo. En écrivant en tête du sommaire de ce chapitre œuvre lyrique de Victor Hugo, nous n'avons pas plus que pour son œuvre dramatique la prétention de donner à nos lecteurs une appréciation, un jugement. Les vers du poète du XIXe siècle, chacun les sait par cœur, ou les a lus, ou les lira. Nous voulons, admirateurs respectueux, dire à quelle date parurent les recueils, comment ils furent accueillis et rappelés, au moyen de citations brèves, d'extraits choisis, l'enthousiasme qu'ils excitèrent. Encore une fois, il s'agit dans ce livre de la vie du maître, d'une illustre existence pleine de luttes et de douleurs, mais pleine aussi de victoires et d'enseignements. Pendant tous les jours de notre siècle, pour ainsi dire, cet homme a combattu au nom de l'émancipation humaine, au nom de la liberté morale, au nom de la liberté littéraire, au nom de la liberté politique. C'est le récit de cette épopée que nous avons pour but de retracer simplement, modestement, comme il nous convient, afin de ne laisser, dans l'ombre, aucun des aspects de cette physionomie. Nous devons, ayant nommé les œuvres théâtrales, revenir en arrière, citer les autres, et nous efforcer de ne passer sous silence rien de ce qui est sorti de la plume de Victor Hugo, véritable épée, glaive flamboyant, manié par un bras de géant. À peine il eut manifesté sa puissance d'esprit et d'imagination que des disciples ardents, croyants, vinrent lui former escorte. Au premier rang de ce bataillon sacré, de cette escorte fidèle, figura Théophile Gautier, dont les souvenirs sont précieux à consulter. Nos états de service d'Hernani, dit celui-ci, 30 campagnes, 30 représentations vivement disputées, nous donnaient presque le droit d'être présentés au grand chef. Rien n'était plus simple. Gérard de Nerval ou Pétrus Borel, dont nous avions fait récemment la connaissance, n'avait qu'à nous mener chez lui. Mais à cette idée, nous nous sentions pris de timidités invincibles. Nous redoutions l'accomplissement de ce désir si longtemps caressé. Lorsqu'un incident quelconque faisait manquer les rendez-vous arrangés avec Gérard ou Pétrus, pour la présentation, nous éprouvions un sentiment de bien-être. Notre poitrine était soulagée d'un grand poids. Nous respirions librement. Victor Hugo était venu se loger dans une rue projetée du quartier François Ier, la rue Jean Goujon, composée alors d'une maison unique, celle du poète. Autour s'étendaient les Champs-Élysées, presque déserts, et dont la solitude était favorable à la promenade et à la rêverie. 2 fois nous montâmes l'escalier, lentement, comme si nos bottes eussent eu des semelles de plomb. La laine nous manquait, nous entendions notre cœur battre dans notre gorge, et des moiteurs glacées nous baignaient les tempes. Arrivés devant la porte, au moment de tirer le cordon de la sonnette, pris d'une terreur folle, nous tournâmes les talons et nous descendîmes les degrés 4 à 4, poursuivis par nos acolytes qui riaient aux éclats. Une 3e tentative fut plus heureuse. Nous avions demandé à nos compagnons quelques minutes pour nous remettre, et nous nous étions assis sur une des marches de l'escalier, car nos jambes flageolaient sous nous et refusaient de nous porter. Mais voici que la porte s'ouvrit, et qu'au milieu d'un flot de lumière, tel que Phébus Apollon, franchissant les portes de l'aurore, apparut sur l'obscur palier qui, Victor Hugo lui-même, dans sa gloire. Comme Esther devant Assuérus, nous faillîmes nous évanouir. Hugo ne put, comme le satrape vers la belle juive,
et tendre vers nous pour nous rassurer son long sceptre d'or, par la raison qu'il n'avait pas de sceptre d'or, ce qui nous étonna. Il sourit, mais ne parut pas surpris, ayant l'habitude de rencontrer journellement sur son passage de petits poètes en pamoison, des rapins rouges comme des coqs ou pâles comme des morts, et même des hommes faits interdits et balbutiants. Et même des hommes faits interdits et balbutiants. Il nous releva de la manière la plus gracieuse et la plus courtoise, car il fut toujours d'une exquise politesse, et renonçant à sa promenade, il rentra avec nous dans son cabinet. Henri Heine raconte, c'est-à-dire Heinrich Heine, raconte que, s'étant proposé de voir le grand Goethe, il avait longtemps préparé dans sa tête les superbes discours qu'il lui tiendrait, mais qu'arrivé devant lui, il n'avait trouvé rien à lui dire, sinon que les premiers sur la route d'Iéna à Weimar portent des prunes excellentes contre la soif. Ce qui avait fait sourire doucement le Jupiter Mansuetus de la poésie allemande, plus flatté peut-être de cette ânerie éperdue que d'un éloge ingénieusement et froidement tourné. Notre éloquence ne dépassa pas le mutisme, quoique nous aussi, nous eussions rêvé pendant de longues soirées aux apostrophes lyriques par lesquelles nous aborderions Hugo pour la première fois. On peut regarder les dieux, les rois, les jolies femmes, les grands poètes un peu plus fixement que les autres personnages, sans qu'ils s'en fâchent, et nous examinions Hugo avec une intensité admirative dont il ne paraissait pas gêné. Ce qui frappait d'abord dans Victor Hugo, alors âgé de 28 ans, c'était le front vraiment monumental qui couronnait, comme un fronton de marbre blanc, son visage d'une placidité sérieuse. Il était vraiment d'une beauté et d'une ampleur surhumaine. Les plus vastes pensées pouvaient s'y écrire, les couronnes d'or et de laurier s'y poser, comme sur un front de Dieu ou de César. Le signe de la puissance y était. Les cheveux châtain clair l'encadraient et retombaient un peu longs, une face soigneusement rasée, d'une pâleur particulière, trouée et illuminée de 2 yeux fauves pareils à des prunelles d'aigle et une bouche à lèvres sinueuses, à coins surbaissés, d'un dessin ferme et volontaire qui, en s'entr'ouvrant pour sourire, découvrait des dents d'une blancheur étincelante. Pour costume, une redingote noire, un pantalon gris, un petit col de chemise rabattu, la tenue la plus exacte et la plus correcte. On n'aurait vraiment pas soupçonné dans ce parfait gentleman le chef de ces bandes échevelées et barbues, terreur des bourgeois à menton glabre. Tel Victor Hugo nous apparut à cette première rencontre.